Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Actionner de toute urgence les leviers du développement local, la tâche des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en session budgétaire ce mercredi. En ouverture du journal, les dossiers de ces conclaves. Actionner de toute urgence les leviers de la déflation sur le marché des matériaux de construction. La flambée des prix provoque une poussée de fièvre dans le secteur du BTP au Cameroun. Le dossier du 20h30 examine les solutions possibles. Et puis, il faut actionner de toute urgence les leviers du consensus pour sortir le Parlement panafricain de l'impasse. L'élection du nouveau président est bloquée sur des questions de rotation régionale. Les voies possibles de la sortie de cette crise, c'est en page internationale du journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La décentralisation rentre dans les faits à travers les 10 régions du Cameroun. C'est actuellement la saison des toutes premières sessions ordinaires au sein des conseils et des assemblées régionales élues le 6 décembre dernier. Dans cette mouvance, le Nord-Ouest est naturellement très attendu. La session ordinaire de l'Assemblée régionale présidée ce mercredi à Bamenda par le professeur Frou Angwafor III devrait doter la région d'un budget bien sûr, mais surtout repréciser l'urgence du lancement de ces projets locaux parce qu'il s'agit très rapidement de reconstruire des infrastructures pour relancer le développement local en panne dans ce Nord-Ouest depuis bientôt 5 années. Laurent Chisokbe. C'est à 13h pile que la session plénière de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest s'est ouverte. Une session de tous les espoirs qui démarre avec le message inaugural du président du bureau exécutif, professeur Frou Angwafor III, en saluant les efforts menés par l'État aux côtés de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest depuis décembre 2020, a tenu à égrener les priorités pour les 6 prochains mois. Ainsi, la plénière va être suspendue pour un huis clos en vue de l'examen du projet du dit budget entre le bureau exécutif et les membres de la commission des finances. Après un peu plus de 2 heures, le retour en salle s'est fait par la présentation d'un budget d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Il aura fallu plus d'1 heure de débat pour son adoption. Selon le professeur Frou Angwafor III, les priorités identifiées, c'est d'abord l'emploi jeune, l'agriculture, l'entretien routier et le relèvement de l'économie. Une vision qui rencontre celle du représentant de l'État, le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique, qui pense que cette session marque l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire de la région du Nord-Ouest. Histoire également en marche dans la région voisine du Sud-Ouest qui tenait ce mercredi la première session ordinaire de son conseil régional. Une session budgétaire là aussi en présence du gouverneur Bernard Okalia Bilay. L'adoption de ce budget va marquer en effet la réelle entrée en matière et dans le vif du débat des réalisations sur les projets de développement local. Retrouvons sur place à Boya Gilles-Claude Mbon-Etundi. 6 mois déjà que l'Assemblée régionale du Sud-Ouest est en place et pour un changement visible sur le terrain, l'institution prend le taureau par les cornes. Depuis que nous avons pris nos fonctions, la structure dont nous avons la charge n'a pas été opérationnelle. L'État a mis des moyens à notre disposition pour nous permettre de démarrer. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, de démarrer effectivement nos activités. 2,750 milliards de francs CFA. La proposition du budget 2021 intègre le renforcement des capacités des conseillers régionaux. Les travaux se tiennent en respect du Code général des collectivités territoriales décentralisées. La Chambre des représentants départementaux, n'est-ce pas, examine en premier lieu. Dans 24 et dans un jour, cette Chambre doit transmettre ça
à la chambre des chefs traditionnels. S'ils valident, tant mieux. S'ils ont des observations à faire ou bien s'ils rejettent, ils doivent motiver. Une entrée en matière qui charrie tous les espoirs et les premières actions fortes sont très attendues par la base. Et voici le dossier du 20h30 qui vous concerne. Si vous envisagez des constructions immobilières en ce moment, il faudra prévoir un peu plus de fonds que d'habitude dans l'achat de certains matériaux, notamment le ciment, le fer et autres articles pour le revêtement de votre maison. En effet, depuis quelques mois maintenant, le prix de ces matériaux augmente de façon fulgurante et perturbe les travaux en cours dans ce secteur du BTP. Faisons donc un tour pour les constats dans les quincailleries et les marchés. C'est dans ce reportage de Franck Evina. Dans sa composante BTP, ce holding a vu s'envoler cette année les prix du fer à béton. Fer F500 HA12 qui est quitté de 6 310 francs à 6 850. Le fer HA10 qui était dans les 4 525 aujourd'hui à 7 775. Le ciment n'est pas en reste. En l'espace de 2 mois seulement, le prix de la marque utilisée par cette entreprise a augmenté d'environ 600 francs CFA. Le médecin était à 4 310 francs. Aujourd'hui à 4 550. Dangote qui était à 4 600 à l'époque. Aujourd'hui, c'est 4 850. De quoi bouleverser les prévisions financières et hypothéquer les engagements contractuels. Il y a des fois qu'on doit prendre les ressources dans nos propres poches afin de finir les projets et ça nous pénalise beaucoup. L'État appelé à la rescousse pour atténuer les effets de la flambée. L'État devrait prendre des dispositions pour communiquer et sensibiliser même 3 mois à l'avance. Parce que quand l'opérateur ira maintenant discuter avec son client, le gars sera suffisamment sensibilisé sur le fait de l'augmentation et on va forcément réduire le nombre de contentieux, le nombre de litiges, le nombre d'arrêts du chantier. Car des matériaux de construction au coût insoutenable pèsent lourd sur une économie en plein boom immobilier. Particuliers et entreprises sont donc à la peine dans ce domaine des constructions. Les prix dépassent largement les budgets, un calvaire dont les causes sont attribuées pour certains aux difficultés à l'importation du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Pour les matériaux locaux, le ministère du Commerce annonce que des concertations permanentes sont engagées pour réduire l'inflation à sa plus simple expression. Mais au fond, la régulation de ces prix est-elle seulement possible? Que peut vraiment le ministère du Commerce? Question ce soir à Cyril King-Mbépé. Les équipes de la Brigade nationale de contrôle au ministère du Commerce, au terme de l'acte du 12 novembre 2012 portant organisation du ministère éponyme, sont régulièrement présentes sur le terrain pour vérifier que dès l'usine, les opérateurs respectent les normes de fabrication. Des opérations de contrôle qui touchent en particulier les secteurs de la sidérurgie et de la métallurgie pour des fers à béton, les tôles et les clous. Dans le secteur du bois, elles sont soutenues par les administrations sectorielles pour les planches, contreplaquets, lattes et chevrons de bonne qualité. Après l'étape de contrôle de la qualité, vient celle des prix. Les coûts des produits dans le marché international, notamment le fer à béton, ont connu certaines évolutions à la hausse. En plus de ce coût de l'acier, nous avons les coûts du fret qui sont très évolutifs, qui changent tous les jours. Donc il est question pour nous maintenant de revoir, de remettre tout le monde sur la table, de pouvoir redéfinir cet équilibre dont je parlais. Il leur est demandé à ces producteurs-là justement de faire un effort supplémentaire. Dans un avenir proche, rassure le ministère du Commerce, l'on va réduire les importations des matériaux de construction produits localement. Objectif, promouvoir le Made in Cameroun. Très attendu sur cette question de hausse des prix des matériaux de construction. C'est la voix des associations de défense des droits des consommateurs, des associations cependant très peu loquaces jusqu'ici. Quid donc de leur rôle pourtant essentiel en ce qui concerne précisément la protection du consommateur? Et dans l'enquête qui va suivre, Oswald Modon est allé briser ce silence troublant des principaux acteurs de la défense des droits des consommateurs au Cameroun. Regardez plutôt.
La facture est très salée et ce sont les consommateurs qui trinquent. Il y a pourtant des associations de défense des droits de consommateurs. Nous avons justement cherché à rencontrer. Ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Mais il nous faudra quand même 3 tentatives infructueuses avant de tomber sur un acteur de ce secteur qui accepte de nous rencontrer. Mais notre interlocuteur veut quand même nuancer, relever le caractère d'une hausse qui ne saurait être. Le prix du sac de ciment peut être fixé par exemple entre 4200 et 4500. Ça fonction des contextes. Le prix du ciment peut être entre 4200 et 4300. Du coup, quand ça arrive à 4500, les gens croient qu'il y a hausse de prix. Mais sur le fait habitant, effectivement, nous constatons que les plaintes sont accrues. On aurait bien voulu entendre le son de cloche du Conseil national en charge de ce secteur, mais notre requête restera vaine. Laissés à eux, certains consommateurs choisissent la voie de la négociation directe avec les entreprises. Nous battons au mieux, il y a certaines que nous pouvons les accompagner en leur accordant des facilités pour le paiement. Il y a d'autres que nous leur accordons les petits facilement, les petits crédits. Il y a d'autres qui se battent, il y a d'autres que nous acceptons perdre. Toute action, pour peu qu'elle soit efficace, est la bienvenue pour alléger la facture en attendant le retour des jours meilleurs. Et face à cette flambée des prix des matériaux de construction, le programme gouvernemental d'amélioration de l'offre en logements sociaux dans nos métropoles est à la traîne. Le programme appelle aussi l'implication du secteur privé. Il faut mettre la main à la pâte ensemble et répondant à cet appel du gouvernement, de nombreux opérateurs économiques de la ville de Douala se mobilisent déjà pour un accompagnement effectif annoncé à près de 2500 logements dans les 5 prochaines années. Tous plaident cependant pour des facilités gouvernementales pour agir sur le levier des coûts de construction. Allons voir cela à Douala avec Léon Bertrand Tanifo. L'appel du ministre de l'Habitat et du Développement urbain est parti des hauteurs de Mbanga Bakoko. Venu remettre officiellement les clés des logements sociaux aux acquéreurs, Célestine Ketchakoutes a invité les partenaires privés à investir dans ce secteur à la fois social et économique. Il y a 2 millions de gaps de logements, c'est-à-dire que si vous construisez même 100 logements, même 2000 aujourd'hui, vous allez avoir des preneurs. Un appel qui a trouvé un écho favorable auprès des opérateurs économiques œuvrant dans l'immobilier. L'un d'eux est déjà porteur d'un projet de construction des logements sociaux à coût réduit, dont la localité de Ngombe, arrondissement de Douala 5e. Le projet va s'effectuer sur une superficie de 27 hectares, c'est-à-dire 17 hectares qui sera réservé pour les logements destinés aux populations à revenus vraiment bas. Et 10 hectares pour les moyens, les personnes à revenus moyens et un peu aisés. La structure sollicite cependant un accompagnement de l'État pour certaines facilités fiscales. Que l'État nous donne la possibilité d'être exonéré de la TVA et de nous donner la possibilité de nous retirer les droits de douane. Ça permet que chaque Camerounais moyen puisse avoir un logement. Le projet de logements sociaux de Ngombe est prévu pour s'étendre sur les 5 prochaines années. Autre chose à présent, direction l'immeuble Étoile qui recevait 2 diplomates ce mardi. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a reçu tour à tour son Excellence Christian Denis McClure, le nouveau haut-commissaire de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et puis le nouvel ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Philippe Van Damme. Les échanges ont globalement porté sur le renforcement et la diversification de la coopération avec le Cameroun. Laurentine Bekono. Le gratin diplomatique présent ce jour à l'immeuble Étoile en dit long sur l'état de la coopération entre le Cameroun et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. À titre d'illustration, le Cameroun et la Grande-Bretagne sont 2 pays qui ont en commun leur appartenance au Commonwealth, le club des gentlemen. Au sorti de son audience de courtoisie avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté, le nouveau haut-commissaire de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Cameroun a dévoilé le contenu de sa mallette diplomatique. Nous avons discuté une variété de sujets, inclus le climat, le conflit dans
région de Nord-Est-Sud-Est et la situation sécuritaire dans l'extrême nord. De la coopération bilatérale à la coopération multilatérale, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun a parlé de l'excellence des relations entre le Cameroun et son institution. De notre point de vue, cette relation est très bonne et très constructive et nous voulons effectivement continuer à l'approfondir. Au-delà des usages diplomatiques, les audiences du jour ont porté sur des sujets d'importance tels que les questions de sécurité et de dialogue politique. La viabilité économique de la presse camerounaise, un véritable serpent de mer, un débat encore ce mercredi à Yaoundé. À ce déjeuner de presse organisé par le Conseil national de la communication, les hommes et les femmes de ces médias en difficulté ont exprimé leurs attentes pour la survie de ce secteur vital pour la démocratie et même pour l'évolution sociétale tout court. Synthèse des échanges, Sidoine Monkam. L'univers de la presse camerounaise se heurte à des problèmes à la fois structurels et conjoncturels. À cela s'ajoute la mutation numérique et la percée des médias sociaux. La presse privée au Cameroun est en crise parce que, en règle générale, elle fonctionne sans projet éditorial et sans modèle économique. D'une part, elle est également en crise parce que l'État n'accorde pas à la presse privée la même importance qu'elle accorde à la presse publique. Le cri de la presse en difficulté résonne ce mercredi au cours du déjeuner de presse organisé par le Conseil national de la communication. Les différentes interventions soulignent l'urgence d'un appui conséquent aux médias privés. Ça reste aux médias eux-mêmes de se concerter pour être plus organisés qu'ils sont. Parce qu'on opère dans de diverses méthodes et ça ne donne pas. Sortir de la précarité et affirmer son indépendance tout en restant crédible, la presse au travers des professionnels des médias nourrit de grands espoirs. C'est une intervention structurelle par les grands segments de dépenses des entreprises et par une forme de commande publique de l'État vis-à-vis des entreprises qui leur permettrait donc d'avoir une viabilité économique et de développer par conséquent leurs responsabilités sociales. Ces propositions et recommandations devront aboutir à des solutions durables pour que vive la presse. La femme camerounaise doit désormais se projeter comme un acteur majeur dans la filière cacao au Cameroun. C'est un appel qui était lancé hier mardi dans la région du littoral par le Conseil interprofessionnel du cacao-café au dévoilement du programme dénommé Femmes rurales et cacao. La cérémonie de lancement de ce programme était coprésidée par les deux ministres du Commerce et de l'Agriculture et du Développement rural. Luc Bienvenu au Nana. Fini le temps des préjugés, fini celui où la cacao-culture était l'affaire des seuls hommes. Elle plante l'arachide, elle plante le macabo. Est-ce que planter un cacaoyer pour mettre une fève de cacao dans le sol ou une plante, c'est à la portée d'une femme. L'objectif de ce nouveau défi lancé par le CICC étant de permettre à la femme rurale, si souvent confrontée à d'énormes difficultés financières, de vivre dorénavant de ses propres revenus et de façon décente. Il est requis parmi les critères d'accès au marché l'intégration de la femme. Nous anticipons de la mue de la filière cacaoyère nationale camerounaise pour s'arrimer, s'intégrer à un environnement mondial particulièrement rigoureux. Elle constitue plus de 70% de la main-d'œuvre dans l'agriculture familiale. Elle constitue un vecteur important de la recherche et de la production de la qualité. Le programme qui bénéficie de l'appui du Club des chocolatiers engagés de France donnera la possibilité chaque année à 80 femmes rurales de mettre chacune sur pied une exploitation d'une superficie d'1 hectare. Le lycée technique bilingue d'Nkol-Bisson entend retrouver ses lettres de noblesse après quelques drames et 29 années de fonctionnement. L'établissement recherchait ce mercredi les voies et les moyens de sa restauration et c'était à l'occasion de la deuxième session du conseil d'établissement. Nous allons faire le point de ces travaux avec Daniel Menanga.
Une fine fleur des métiers techniques et professionnels au Cameroun envahie par de mauvaises herbes. Nous avons la clôture qu'il faut achever. Nous sommes en train de mettre sur pied la surveillance à travers les drones. Les équipements commencent à être vestus. Il faut améliorer les équipements. Il faut les équipements de pointe. L'association des parents d'élèves, le ministère des enseignements secondaires se retrousse déjà les manches. Mais la réhabilitation requiert plus de bras au lycée technique bilingue d'un Colbisson. Au niveau du conseil, nous avons donné tous les quitus nécessaires pour que le proviseur continue au-delà de tout ce qui a été fait, de trouver, de tendre la main aux partenaires, à la communauté municipale. Malgré les 29 années, les produits de cette pépinière restent l'espoir d'une jeunesse créatrice d'emplois au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La lutte contre le coronavirus et les petits pas de la campagne de vaccination. Le point ce soir, nous allons à Douala où l'hôpital général affiche là-bas des chiffres un peu plus importants pour cette campagne de vaccination en cours. On compte ainsi plus de 300 personnels de santé et d'autres citoyens déjà vaccinés. Nous allons voir ces chiffres avec Évariste Eyenga et son invité que nous retrouvons à Douala. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, c'est toujours en marge du Tour cycliste international du Cameroun en cours et de passage dans la région du littoral. Dans cette région, nous nous sommes arrêtés dans la ville de Douala, un retour auprès de l'hôpital général de Douala pour revoir l'évolution de la situation vaccinale ici. Ce soir donc, nous recevons le professeur Henri Louma, il est le directeur général de cet hôpital. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. On était ici il y a quelques semaines, on parlait d'une centaine de personnes vaccinées, personnel de santé et personnel des communautés. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Encore une fois de plus, vous êtes le bienvenu à l'hôpital général de Douala. Beaucoup de choses ont changé. Cette fois-ci, nous avons vacciné à peu près 328 personnes, dont à peu près 40% de personnel de santé. C'est un peu encourageant, c'est lent, mais je pense que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Aussi, nous avons constaté qu'il y a 45% de personnes qui ont déjà reçu la deuxième dose de vaccin. Tout ça veut dire que, et c'est que nous avons constaté, de ces 328 personnes, il n'y a que 7 personnes qui ont eu des petits effets indésirables ou inattendus, petites courbatures, petites fièvres, mais rien de grave. Et nous encourageons surtout notre personnel de santé de venir prendre le vaccin, et c'est un devoir que nous devons le faire. Merci. Merci à vous, professeur Henri Louma, d'avoir accepté de nous présenter cette évolution de l'activité vaccinale dans votre hôpital. 40% désormais, soit une évolution de 30% supplémentaire, puisque la dernière fois on en était à 10% de l'ensemble du personnel vacciné. Donc il y a de l'avancée et vous avez retenu l'honnêteté intellectuelle de ce responsable de cet hôpital qui indique qu'il y a eu quelques effets secondaires, mais vraiment négligeable. Voilà pour l'essentiel, à l'hôpital général de Douala. Merci Évariste, merci à votre invité. Il faut dire
que ces évolutions dans la vaccination sont également à mettre à l'actif des communautés à la base, ainsi du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, le SIDIMU, qui appelle tous les Camerounais à opter pour la vaccination pour faire reculer le coronavirus. Joignant l'acte à la parole ce mercredi, le coordonnateur, le docteur Moussa Oumarou, a reçu la première dose de son vaccin à l'hôpital EPC de Djungolo, ici à Yaoundé, en même temps que d'autres leaders religieux. Le reportage de Laetitia Onana. Il est le 202e patient de l'hôpital EPC de Djungolo à recevoir sa première dose de vaccin anti-Covid-19. En optant pour la solution vaccinale Sinopharm, le coordonnateur du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun entend prêcher par l'exemple. Au regard de la situation de sécurité ou de l'insécurité sanitaire, nous demandons à tous les imams sur l'ensemble du territoire camerounais non seulement de s'impliquer à se vacciner eux-mêmes, mais à sensibiliser les fidèles à l'effet de se vacciner. L'appel, aussitôt lancé, est suivi par les pasteurs d'autres obédiences religieuses venus soutenir l'initiative du SIDIMUC. Une séance de vaccination sous le regard avenant et rassurant du personnel médical. La branche camerounaise du réseau des femmes élues locales d'Afrique renforce les capacités de ses membres depuis ce mercredi ici à Yaoundé. Le réseau tient un atelier avec le concours de ONU Femmes dans un module de formation qui est consacré aux questions liées à la décentralisation. Nous faisons le point de ces travaux avec Georges Marcel Messela. Une journée entière de cogitation et pas moins de 7 thèmes pour donner aux élus locaux les éléments nécessaires à une gestion efficace et saine d'une collectivité territoriale décentralisée. Cet atelier va amener aux femmes et mères la maîtrise et l'innovation des instruments de la décentralisation. À travers cette activité, le réseau met en application sa mission de promotion et d'encadrement des femmes en politique. Une entreprise qui a l'onction des pouvoirs publics, à en croire Madame Lydie Essissima, représentante du ministère de la décentralisation et du développement local à cet atelier. Le Refelac bénéficie également de l'appui de ONU Femmes. Les appuis sont multiformes en termes de consulting, mais également des appuis financiers. L'atelier de ce mercredi a été précédé d'une assemblée générale au cours de laquelle les femmes du réseau ont discuté des questions liées au fonctionnement de leur instance. Une pionnière de ces questions de renforcement des capacités de la femme camerounaise qui quitte la scène, Jacqueline Kung Abesike, la vice-présidente de l'OFRDPC, est décédée ce 2 juin à l'hôpital de la CNPS ici à Yaoundé des suites de maladie. Elle aura été, entre autres, secrétaire d'État puis ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières de 2011 à 2019. Ici, à l'image, sa résidence au quartier Santa Barbara à Yaoundé, c'est la consternation et la tristesse. Nous y reviendrons et nos condoléances. Maintenant, des nouvelles du Parlement panafricain. Roger Nkododan, notre compatriote, n'est pas candidat à sa propre succession après 3 mandats. Il se donnait simplement le devoir à présent d'organiser l'élection de son successeur au cours de la session de ce dernier mois de mai. Mais les dissensions entre l'Afrique australe et les autres régions n'auront guère rendu possible la tenue de cette élection. Lucrèce Mebenga est clair ici sur les raisons de ces multiples rendez-vous manqués. Ne vous y méprenez pas. Roger Nkododan ne s'oppose pas à la tenue de l'élection du président du Parlement panafricain. Au contraire, en tant que président sortant de cette auguste chambre et n'ayant pas fait acte de candidature, il se devait d'organiser l'élection de son successeur. Mais ça, c'était sans compter avec la détermination de l'Afrique australe de s'arroger la présidence de l'auguste chambre sous le prétexte qu'elle n'a jamais eu ce privilège depuis la création du dit Parlement en 2004.
Pour y parvenir, violence et menaces à l'appui, les députés de l'Afrique australe ont exigé que le principe de rotation non écrit dans les textes du Parlement soit appliqué et que l'élection ne soit ouverte qu'à ce caucus. Proposition rejetée par les autres groupes parlementaires. 3 candidats sont finalement en lice. Aïdara Cissé du Mali, Albino Aboung du Sud-Soudan, Chief Chirumbira du Zimbabwe et candidat de l'Afrique australe. N'ayant pu obtenir l'approbation de leurs collègues et pressentant probablement la deuxième défaite de leurs candidats, les députés de l'Afrique australe, ici conduits par la Zimbabwéenne Barbara Roti, s'opposent violemment à la tenue des élections et trouvent du répondant en face. Après 3 mandats et soucieux d'une transition pacifique, le Camerounais Roger Nkododan n'avait pas d'autre choix que d'intervenir pour que le scrutin se déroule et qu'un successeur lui soit trouvé. Mais chaque camp est resté campé sur ses positions. La session a été suspendue. La présidence du Parlement panafricain est vacante. Et on dira vivement que la sérénité revienne au sein de cette instance en Afrique du Sud, à Midrand. L'entreprise Simencam soutient le cyclisme camerounais. L'annonce en a été faite au cours d'une conférence de presse tenue récemment à Douala. Le Grand Prix cycliste Simencam est donc né, tout un symbole, et la première édition s'est disputée dimanche 23 mai avec un succès à la dimension des produits de cette entreprise. Monique Félicité. Simencam, entreprise spécialisée dans la production de matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale depuis plus de 50 ans. Dans son élan sociétal, Simencam a entrepris de signer ce partenariat en béton avec la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Une grande satisfaction, c'est d'organiser une course très claire qui va permettre de continuer de développer tous ces jeunes cyclistes qui ont besoin de courses, qui ont besoin d'événements pour continuer à progresser. Donc ça, c'est pour nous la première satisfaction. On veut vraiment essayer de contribuer au développement de la jeunesse et en particulier à travers le sport. Deuxièmement, c'est clair, on met en avant à travers le cyclisme l'image de Simencam. Avec son nouveau produit Hydro, Simencam offre des solutions pour des constructions fragilisées par l'humidité. L'entreprise compte dans la même lancée souder le cyclisme en perte de vitesse au Cameroun et dans la région du littoral. On est arrivé à trouver cette solution qui permettait à tout porteur de projet non seulement de régler les problèmes de fond, notamment de remontée capillaire, mais aussi pour ceux qui avaient déjà construit la maison, qui pouvaient la terminer ou la finir avec Hydro, qui permet, n'est-ce pas, de lutter contre les remontées d'eau et puis même les eaux qui viennent des bancs de pluie. La première édition du Grand Prix cycliste Simencam a connu du succès et les heureux vainqueurs en sont reconnaissants. J'ai été allé donner un coup de chapeau parce que organiser une course, mobiliser beaucoup de gens comme ça, ce n'est pas facile. Le directeur de Simencam déjà, qui porte le nom de la course d'aujourd'hui, première édition, je leur dis d'abord merci. Comme a dit le directeur général de Simencam, l'année prochaine, la deuxième édition. Je pense que c'est bien pour le cyclisme, c'est bien pour ces jeunes. La prochaine édition est prévue en 2022 avec Simencam encore plus soucieux de la vie et du bien-être des Camerounais. Une course qui tombait comme Pâques en carême en plein 17e tour cycliste international du Cameroun. Les deux équipes camerounaises aujourd'hui, mercredi, maintiennent au dernier pour se classer 3e pour Arthur Stella et 7e pour Rodrigue Quéré. Le meilleur Camerounais est Clovis Kamzon Abessolo, 3e au classement général et à 2 secondes de retard sur le maillot jaune. L'espoir demeure. Et nous avons quand même noté une progression des performances des cyclistes camerounais.
Et nous pensons que pour les étapes restantes, il est bien possible que Kamzon Abosolo puisse faire quelque chose de bon. Alexandre Léonien Rampil, le Français, malgré la chute, conserve le maillot jaune. C'est incroyable, c'est une journée un petit peu incroyable et l'équipe a été là pour moi et c'est grâce à eux que je garde le maillot. Bon bah maintenant on va essayer de le défendre encore demain, après c'est la journée de repos. On verra comment ça se passe pour la suite. Ce jeudi, la caravane prend la direction de la région du Sud, l'étape la plus longue, plus de 156 km entre Douala et Kribi. Le compte à rebours qui tourne à 6 jours de la 24e édition de la CAN de handball senior-dames et sur le podium ce soir, le gymnase de Mfandena. C'est l'un des sites d'entraînement de ce tournoi. L'ouvrage était à l'abandon depuis longtemps et sa rénovation montre une infrastructure qui devra être désormais célébrée sur les pas du ministre des Sports pour une évaluation ce mercredi. Notre reporter Germain Noël Essengue. Le voici enfin dans toute sa splendeur, le gymnase de Mfandena. L'infrastructure était attendue depuis plus de 10 ans. On parle d'un petit miracle, effectivement, par rapport à ce gymnase, parce qu'il a fait 10 ans dans la brousse, abandonné à lui-même, 1 an de sensibilisation et puis 1 an pour convaincre la hiérarchie que nous avons un bijou au ministère des Sports qu'il fallait récupérer. L'ouvrage sorti du bois à la faveur de la CAN féminine de handball vient soulager la forte demande des sports de salle. L'État s'intéresse au développement et à l'essor de toutes les disciplines sportives. Nous voyons également aussi à travers une telle infrastructure sportive un lieu d'expression et de détection des talents. 1000 places assises, vestiaires aux normes, 8 bureaux en gestation, une surface de jeu matérialisable selon la discipline. L'infrastructure va décongestionner, le très utilisé par les polyvalents des sports. En attendant les embellissements des parvis, l'offre infrastructurelle du Cameroun s'enrichit davantage. Le comité olympique et sportif du Cameroun veut s'inspirer de l'expérience turque pour l'organisation réussie des Jeux de la solidarité islamique en 2025. Son Excellence Volkan Isikci, l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, évoquait cette expérience turque-là face au président Ahmad Kalkaba Malboum, audience du diplomate turc ce mercredi. Voici l'essentiel à en retenir de sa bouche même, confié ici à Joseph Gouet à Manding. On a un protocole qui a été signé entre nos deux pays, le comité olympique de Turquie et le comité olympique de Cameroun, pour une coopération étroite. Et dans le contexte des futurs projets qu'on peut élaborer, cette année, la Turquie allait organiser les Jeux olympiques islamiques, qu'après ces Jeux vont se dérouler au Cameroun dans 4 ans. Dans ce but, on a vu les différents moyens de coopération qu'on peut avoir justement pour pouvoir exécuter au Cameroun les infrastructures nécessaires pour que le Cameroun puisse accueillir ces Jeux dans les meilleures conditions possibles. Avant de refermer ce 20h30, ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Sergio Mattarella, le président de la République italienne à Rome, et c'est à l'occasion de la célébration ce 2 juin de la fête nationale de ce grand pays ami. Fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Irène Janafouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine Et si on en parlait, consacré aux veuves. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies
et de freiner la propagation du virus.